Alors bonjour et bienvenue donc sur cette nouvelle vidéo qui sera consacrée donc à l'hérédité humaine. Alors cette vidéo je la sors juste quelques heures avant euh, l'épreuve de BPH donc 2017, mais à voir si ça peut encore vous aider. J'avais déjà travaillé là-dessus cette semaine et la semaine dernière, mais j'ai pas eu le temps de vraiment finaliser le son. Bref, alors on part directement sur la suite. Alors sachez que cette vidéo fait suite au cours que vous pouvez retrouver sur le site donc mysterding.fr, donc dans la rubrique cours de terminale. Donc je vais apporter quelques éléments de précision par rapport à ça. Alors pour les personnes qui regardent ça donc ce jeudi-là, vous pouvez passer toute cette partie. Je précise juste ça pour l'année prochaine, comme ça j'ai pas besoin de refaire la vidéo. Donc en fait ici la partie 7, donc c'est sur les cellules, chromosomes et gènes. Donc en bas vous voyez les axes notions centrales, donc ça c'est les termes que vous avez dû normalement entendre au cours du chapitre. Les racines, donc ça c'est la terminologie médicale, et les termes médicaux, ce sont les définitions si vous voulez. On va pas trop rentrer dans le détail de ça, on va surtout s'intéresser à l'élément central, c'est-à-dire il y a deux éléments. Donc le premier c'est les définitions, et le second c'est de pouvoir analyser un tableau génétique. Alors ensuite vous avez trois grandes définitions. Donc le premier c'est la différence entre génotype et phénotype. Alors le génotype ce sont les caractères qui sont sur vos gènes, comme le groupe sanguin, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, etc. Et le phénotype ce sont les gènes qui vont s'exprimer et qui vont être lisibles. Donc par exemple vous pouvez avoir la couleur bleue pour les yeux de votre mère et la couleur brune de votre père, donc ça c'est votre génotype. Par contre, il n'y a que la couleur brune qui va s'exprimer chez vous, donc c'est ce qu'on appelle le phénotype. Ensuite, homozygote, hétérozygote, justement si on reprend l'exemple, par exemple si vous êtes bleu et brun, vous êtes hétérozygote parce que vous avez deux allèles différents. Par contre, si vous êtes homozygote, c'est que vous avez les deux mêmes allèles, donc identiques. Au moins pour une personne homozygote, le phénotype ne fait pas de doute en fait. Ensuite, les histoires de dominance, codominance et récessivité, c'est par exemple, si on voit sur le tableau de droite, donc vous avez deux parents donc, qui sont AO et BO, donc les allèles A et B sont dominants, et l'allèle O est récessif. Donc pour que la personne exprime effectivement le O, il faut qu'elle soit homozygote, qu'on peut voir tout en bas à droite. Donc les trois autres sont donc homozygotes, donc c'est ça. Et la personne qui a une codominance, c'est la personne qui exprime les deux en même temps. Donc là, la personne sera de groupe A, ici la personne sera de groupe AB, et ici B, et ici O. Mais il faut savoir aussi que pour les yeux, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais on ne va pas rentrer dans le détail parce que ce sont des caractères polygénétiques, c'est-à-dire qu'ils ne concernent pas qu'un seul gène. Mais de toute façon, en terminale, on n'étudie que des maladies ou des caractères monogénétiques. Donc on va prendre un exemple simple qui est celui des groupes sanguins. Alors il faut déjà savoir que ce qui concerne le sang est un peu plus compliqué qu'un simple rangement comme on pourrait le faire chez soi. Donc par exemple le gène du groupe sanguin il est sur le chromosome 9, sur les chromosomes 9, alors que celui qui code pour l'hémoglobine il est sur les chromosomes 11 et 16, et celui pour le rhésus, donc plus ou moins, est sur le chromosome 1. Donc ça concerne que des autosomes, c'est-à-dire les paires 1 à 22. Donc ensuite, nous on s'intéresse vraiment au groupe sanguin, donc c'est sur le chromosome 9. Sa localisation précise c'est le locus 9Q34.2. C'est pas à connaître, mais locus 9 c'est pour dire chromosome 9, le Q c'est pour dire que c'est le bras long, sinon c'est P pour le bras court, et 34.2 c'est sa position précise dans le chromosome. Donc vous pouvez aller chercher des locus sur internet, sur Wikipédia, et vous avez l'emplacement précis des gènes qui sont connus à l'heure actuelle.
Et donc ici, il y a 3 allèles possibles, donc comme je disais avant, A, B ou O. Donc déjà, il faut savoir que un chromosome peut ressembler à la partie de droite ou à la partie gauche. Donc vous avez un chromosome à une chromatide et un chromosome à 2 chromatides. Mais ici, c'est quelque chose qui est simplifié. Vous avez des chromosomes donc à 2 chromatides, même si on ne le voit pas là-dessus. Et pour les histoires d'allèles, donc il faut savoir que, par exemple, si on prend le chromosome 9, donc du groupe sanguin, donc là vous voyez sur le karyotype à droite, si on zoome un peu et qu'on je vous présente donc à gauche, vous avez donc celui qui est hérité du père, celui qui est hérité de la mère, donc rouge du père et jaune de la mère. Et donc vous avez 2 allèles possibles, donc allèle 1 et allèle 2. Et donc effectivement vous avez 4 morceaux d'ADN qui vont coder pour le même gène. Et donc voilà, c'est censé vous aider cet élément-là. Donc ensuite on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'analyse d'un tableau. Donc on va commencer par un tableau simple donc du groupe sanguin. Donc déjà il faut savoir comment on annote un tableau. Donc vous avez les 2 générations, donc génération 1 et génération 2, avec les différents individus, donc grand 1-1, grand 1-2, et grand 2-1 et grand 2-2. Donc si par exemple on prend le cas où le père il est de groupe A et la mère est de groupe O, et que les enfants donc, sont tous les deux de groupe O, on se dit bah, tiens comment les gènes sont transférés. Alors déjà on peut dire que les enfants sont de génotype OO, parce que quelqu'un qui est de phénotype O est forcément de ce génotype. Pourquoi? Parce que ce sont des caractères, ce sont des allèles qui sont récessifs. Donc les parents sont comment? Bah, la mère elle est aussi OO, donc pour les mêmes raisons que j'ai évoquées tout à l'heure par rapport aux enfants. En revanche, les enfants, il faut bien qu'ils aient reçu un deuxième O de leur père. Et comme leur père est A, eh bien on sait qu'il est de génotype AO. Ensuite, comment on fait un tableau? Donc là, par exemple, calcule la probabilité pour que les enfants naître du couple grand 1-1 et grand 1-2 soient du groupe sanguin A, par exemple. Et bien on écrit comme ça. Donc grand 1-1, donc il est AO, donc on écrit sur chaque colonne donc A et O, parce qu'il peut donner soit l'un, soit l'autre. Et pour la mère, bah, elle peut donner soit O, soit O. Et donc vous mettez les génotypes en noir, enfin vous mettez les génotypes et puis c'est écrit en noir sur le tableau, et également les génotypes, donc les génotypes qui sont écrits donc en jaune. Ensuite, si on prend donc l'exemple des maladies récessives autosomales. Bon, déjà, sachez que vous pouvez avoir 2 types de questions. Soit on vous dit que la maladie est effectivement récessive et autosomale et il faudra prouver que c'est effectivement le cas. Soit en fait on vous dit rien et vous devez le déterminer par vous-même. Après, on peut aussi faire un mix des deux, c'est-à-dire qu'on vous dit que la maladie est récessive, il faut prouver. Il faut montrer qu'effectivement elle est récessive. Par contre, on ne vous dit pas qu'elle est autosomale ou gonosomale. Donc voilà, déjà pour les types de questions. Ensuite, donc là, on est devant donc une maladie, je me souviens plus maintenant de quel type de maladie il s'agit, peut-être la drépanocytose. Alors déjà, il faut déterminer si c'est dominant ou récessif. Donc déjà, là, on voit qu'il n'y a pas toutes les générations qui sont touchées, il y a la génération 2 et 4 qui est touchée, mais je n'aime pas tellement cette justification, je préfère dire que si la maladie était dominante, alors chaque enfant malade aurait au moins un parent malade. Par exemple, le 2-6 est malade et il aurait au moins un des 2 parents, c'est-à-dire un 1 ou un 2 qui serait malade. Donc déjà là, on dit que la maladie est récessive, donc elle n'est pas dominante, et donc on écrira donc les allèles malades petit m et les allèles sains grand S. Ensuite, on va passer sur la partie un peu plus complexe, donc savoir si c'est autosomal, donc c'est-à-dire les gènes, les précurseurs, pardon, donc de 1 à 22, soit si c'est gonosomal, c'est-à-dire si c'est porté par X ou par Y. Alors déjà là, c'est assez simple parce qu'on voit que grand de 8 est une femme malade, donc l'allèle n'est pas porté par Y. Donc ça c'est déjà une première chose. On peut aussi prouver ça autrement. Si c'était porté par Y, alors tous les garçons malades auraient leur père malade, vu qu'ils reçoivent le Y seulement de leur père. Donc par exemple ici, s'il n'y avait pas grand de 8, et ben comme grand de 6 est malade, et ben grand 1, 2 le serait aussi. Et c'est aussi le cas pour la génération 3.
Ensuite, il faut montrer que c'est porté par X, et parce qu'on va échouer, eh ben, on va montrer que c'est porté par les autosomes. Alors, on va essayer ça, et on va voir s'il y a des problèmes de cohérence au niveau du tableau. Alors là, en fait, il faut juste prendre le critérium et écrire les géotypes possibles sur le tableau. Alors, donc déjà, on sait que le grand de 6 serait XMY. Donc déjà, sur Y, on met rien, parce qu'on a prouvé que ce n'était pas porté par Y. Et donc, XMY, parce qu'il est malade. Ensuite, grand de 8 serait homozygote, parce que s'il était XMXS, elle serait SN. Donc là, elle est malade, donc elle serait XMXM. Donc la mère, elle a bien donné un XM, donc elle serait XMXS, hein, donc elle a donné un allèle malade, par contre elle est saine, donc elle est forcément hétérozygote. Et pour le père, il serait donc XMY, parce qu'il donne aussi un XM à sa fille grand de 8. Or, il y a un problème, c'est que XMY, on l'a vu avant avec grand de 6, on est forcément malade. Donc là, il y a effectivement un problème de cohérence. Donc là, on a montré que ce n'était pas porté par X. Et donc la maladie était forcément donc portée par un autosome. Donc c'est une maladie autosomale. Donc les paires 1 à 22. Ici on ne se pose pas la question de quelle paire, c'est évident. Et donc ensuite pour écrire donc, les génotypes façon autosomale, donc on écrit de cette manière. Donc toutes les personnes malades seront petit m, parce que l'allèle est récessif. Et donc pour les parents de ces personnes-là, ils seront forcément petit m grand s. Donc c'est le cas de grand 1,1 et grand 1,2, mais c'est aussi le cas de grand 3,3 et grand 3,4. Donc voilà. Pour le tableau génétique, ça s'écrit donc de cette manière-là. Donc voici le tableau génétique. Donc pour la probabilité pour que les enfants, de grand 1,1 et grand 1,2 soient malades, on écrit de cette manière. Donc ici, grand 1,1, on a montré que c'était petit m grand s, et idem pour grand 1,2. Et donc les génétiques, on les écrit comme ça, donc petit m grand s, et grand S pour en bas à droite. Et n'oubliez pas de mettre les phénotypes, c'est-à-dire que la personne qui était petit m est malade. Et donc de faire une phrase de conclusion en mettant qu'il y a 25% de chance pour que l'enfant à naître soit malade. De dire qu'il y a une chance sur 4 pour qu'il soit malade. Maintenant, si on part sur une maladie qui est récessive et gonozomale, donc ça sera notre dernier cas de figure. On n'a pas le temps de regarder les maladies dominantes, mais pensez bien que si les maladies dominantes, vous mettez grand M et donc petit s. Donc ici pour une maladie récessive et gonozomale. Donc ici la maladie est également récessive parce que les enfants malades n'ont pas forcément au moins un parent malade. C'est-à-dire que ici, ni grand 1, ni grand 1,1, ni grand 1,2 n'est malade, ni grand 2,1, ni grand 2,2, ni grand 2,5, grand 2 et grand 2,5, pardon, et grand 2,6. Donc ici, on montre bien que la maladie est récessive. Et donc les allèles s'écrivent de la même manière qu'avant, c'est-à-dire petit m et grand S. Ensuite, dire que c'est autosomal ou gonosomal. Ici, on voit effectivement qu'il n'y a que des hommes malades, donc la maladie fait effectivement penser à une maladie gonosomale, mais on ne peut pas du tout prouver seulement en regardant les proportions hommes-femmes. Donc déjà, là, on ne peut pas utiliser la même manière qu'avant, il n'y a pas de femmes malades, donc on ne peut pas utiliser cette technique pour prouver que c'est pas porté par Y. Et donc il faut utiliser la deuxième technique que je vous ai donnée tout à l'heure, c'est de dire que si c'était porté par Y, alors tous les hommes malades auraient leur père malade. Donc ici, ce n'est pas le cas. Aucun père d'enfant malade ne l'est également. Ensuite, donc, il faut montrer que c'est porté par X, et parce qu'on va échouer à cette technique, on va prouver justement que c'est porté par les chromosomes. Donc là, la personne, donc grand 2, 8, est malade, donc elle est XMY. On a montré comme avant que la maladie n'était pas portée par Y, donc on met rien à côté d'Y. Donc grand X, X petit m et Y. Ensuite, les garçons sains sont forcément X grand S Y.
pour la mère, donc grand 1, 1, elle est XS parce qu'elle donne un allèle malade. Donc elle est forcément porteuse saine. Si elle était XSXS, les enfants ne seraient pas malades, et si elle était XMXM, elle serait également malade. Donc ici, on a montré que la maladie ne pouvait pas... enfin, il y avait une cohérence. Il y a une cohérence, donc là, j'ai mis donc grand 2 et aussi XMXS, et les filles malades, bah, il y a une chance sur deux, ils ont pu hériter du XSXS ou du XMXS, donc là on pourrait pas, c'est quelque chose qui est indéterminé. Donc là, la maladie est effectivement gonozomale portée par X et n'est pas autosomale. Donc le tableau génétique s'écrit de cette manière. Faites bien attention à l'écriture des génotypes. Mettez pas SM comme pour lorsqu'on écrit pour les autosomes. Donc là c'est gonosome. Donc il faut mettre XSY donc pour l'homme donc grand 2 1 et donc grand 2 c'est une femme donc XM XS. Et donc là mettre le génotype. Et donc là pareil il y a 20% de probabilité pour que l'enfant à naître soit malade. Là, pareil, on voit qu'il y a 100% de chance pour que si c'est une fille qui naît, il y a 100% de chance pour qu'elle soit saine. Donc voilà. Donc à voir si vous lisez ça par colonne ou sur le tableau en entier. Et il faut bien faire attention à la question qui est posée. Mais généralement, on vous demande juste pour les enfants à naître. Donc voilà, donc ainsi s'achève donc ce petit cours donc, qui aura duré à peu près une vingtaine de minutes. Donc 17 minutes au compteur. Donc j'espère que ça aura pu vous aider, vous rassurer peut-être. J'espère que ça ne vous a pas embrouillé trop l'esprit. Je n'avais pas pour objectif de mettre ça le jour même. Je voulais déjà faire ça la semaine dernière, mais comme dit avec les surveillances, avec les conseils de classe, etc. Donc j'étais un peu occupé par rapport à ça. Donc si j'arrive à mettre sur YouTube, je vous mets des éléments sur ce tableau-là. Donc pour vous abonner à la chaîne, dans la description, je mettrai aussi les différents comptes, c'est-à-dire le compte Twitter que vous pouvez suivre, pardon, et également le site internet que vous pouvez regarder, parce qu'il y a également donc, un cours qui est associé sur le chapitre 2 de la partie 7. Donc bonne chance pour cet après-midi, ou pour les personnes qui regarderont ça plus tard, fin 2017. J'espère que vous avez compris, et puis vous pouvez toujours poser des questions dans la description. Donc c'était Damien Steiner, et puis bon, à une prochaine.